Donc l'exercice 8, concernant les anneaux dits de Boole, euh, un anneau A plus multiplié, tel que pour tout x, x2 égale x. Donc deux questions séparées. Une première question qui est de montrer que un anneau de Boole est toujours commutatif, question relativement classique, et une deuxième question pour voir un anneau de Boole, et puis c'est l'occasion de montrer qu'on a un anneau pour des lois non habituelles et non triviales. Alors, la première question de montrer qu'un anneau de Boole est commutatif, probablement plusieurs façons de procéder. Une première chose que l'on peut remarquer, c'est que pour tout x dans A, on va avoir moins x qui est égal à x. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que moins x au carré est toujours égal à x au carré, et d'après la propriété de l'anneau de Boole, ça nous donne que moins x est égal à x, et x au carré est égal à x. Donc moins x est égal à x pour tout x dans A. On peut s'interroger sur comment prouver que moins x égale x. Alors il y a plusieurs façons de faire. Dans un anneau notamment, on peut remarquer que, alors pour P et Q, d'abord des entiers, la propriété Px fois Qy, ça c'est égal à P fois Q de x le tout fois y, et qui est aussi égal à, je peux la mettre dans n'importe quel ordre, Qx fois PY par exemple, n'importe quel ordre. Alors une des façons de prouver ceci, c'est Qx en fait par définition c'est la somme de y égale 1 à P dx, que multiplie Qy qui est la somme de J allant de 1 à Q dy. On voit qu'on a des sommes où en fait x et y sont des constantes, ce qui nous permet de dire qu'on les a sommées P fois. Et bien ceci, par sommation, sera la somme de y égale 1 à P de la somme de J égale 1 à Q dx fois y, et donc cette somme double, je vais pouvoir le voir comme étant un certain nombre de fois l'élément xy, donc p fois q, le nombre d'éléments que j'ai ici. Et puis bien sûr, au gré de ma distributivité, je peux très bien le voir comme la somme de i égale 1 jusqu'à p de la somme de j égale 1 jusqu'à q dx, le tout multiplié par y. De même de l'autre côté, et les placer comme on veut. D'accord ? Puis, quand on va rajouter un moins, de façon générale, on va retrouver que moins px, x est et p est un entier positif, ce sera moins x fois, moins x plus moins x, etc., plus moins x. Alors, revenons-en, ça c'était une petite aparté sur les anneaux, revenons-en à ce moins x au carré est égal à x. Alors au carré, on retrouve la généralisation de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait c'est égal à moins 1 au carré x au carré, ceci étant un entier, donc même un entier naturel, donc qui revient à dire qu'on a pris une fois x. Une autre façon de démontrer ceci, et ce qui vous permet de vous entraîner avec les lois de calcul dans un anneau, je peux calculer moins x au carré moins, par exemple, x au carré, où je vais retrouver, en montrant que x et moins x commutent, une des façons de faire, l'identité remarquable classique qui me donne que c'est moins x, facteur de moins x plus x. Et ce moins x plus x fait apparaître un 0 de A. D'accord? Bernoulli, après avoir justifié la commutativité entre x et moins x. Ou alors, encore une autre façon de procéder qui revient évidemment exactement au même, dire que moins x au carré c'est moins x fois moins x, plus moins x au carré qui est donc moins x fois x. Et donc on va obtenir, en mettant moins x en facteur, de moins x plus x et à nouveau un 0 de A. Bien. Alors, ceci étant dit, une fois qu'on a remarqué ça, pourquoi est-ce que notre anneau va être commutatif? Eh bien, si on se donne xy des éléments de A au carré, je vais pouvoir m'intéresser à x plus y au carré, qui est égal d'une part, d'après la propriété des anneaux de Boole, à x plus y, et d'autre part, par
produit, distributivité, c'est donc du x carré plus x fois y plus y fois x plus y carré. Je vous invite à développer pour si vous en rendez compte. xy fois xy. Et bien sûr, on retrouverait l'identité remarquable dans le cas où xy commute, le binôme de Newton. Alors, x carré étant égal à x, ceci vaut x plus y, le dernier, plus xy plus yx. Donc, après simplification, j'ai un groupe pour la loi plus, j'obtiens que xy est égal à moins yx, et d'après la proposition que l'on vient de voir ici, est donc égal à yx. D'où la commutativité de tous les éléments. Deuxième partie, montrer que si on définit sur P de E, l'ensemble des parties de E, A delta B comme étant A privé de B union B privé de A, la différence symétrique, alors P de E, muni des lois delta et l'intersection, est un anneau, en particulier un anneau de Boole. Donc la première chose à montrer, c'est que P de E pour la loi delta est un groupe abélien. Donc on va montrer, ce qui ne pose aucune difficulté, que A delta B est bien une loi de composition interne. Ça, c'est facile. Le côté abélien, on peut le vérifier tout de suite en disant que A delta B égale à B delta A, c'est à la commutativité, ce qui ne pose pas de problème. Je ne rédige pas proprement. On va s'intéresser à un neutre un peu plus difficile, donc qui va être le 0 de notre P de E. En fait, on va voir que c'est l'ensemble vide, puisque A delta, l'ensemble vide, est toujours égal à A. Je vous laisse le vérifier, puisque c'est égal à A privé de l'ensemble vide qui vaut A, union l'ensemble vide privé de A qui vaut l'ensemble vide. Et puis la propriété suivante, donc l'existence d'un inverse, pas forcément très difficile non plus, il faut réfléchir un peu puis avoir l'idée. A delta A, on va vérifier que c'est égal à A privé de A, union A privé de A, donc le vide union le vide, c'est le vide, et c'est donc bien notre 0 de l'anneau. Donc on a bien un inverse, évidemment inutile que je vérifie qu'il soit à droite et à gauche, puisque A delta A égale à delta A. Et le point le plus délicat et le plus pénible sera finalement l'associativité de delta, que l'on doit démontrer. On peut le prouver par des opérations sur les ensembles, mais je trouve qu'on ne voit pas bien ce qui se passe. Et donc, je pense qu'il convient de montrer que A delta B delta C est égal, donc on va commencer par une inclusion, c'est une égalité d'ensemble, à A delta B, le tout delta C. Et pour ce faire, je me donne X qui est dans A delta B delta C. Alors, je ne vais pas vous faire toute la preuve, mais la rédaction de ceci, on a donc un premier cas. X appartient à A et X n'appartient pas à B delta C, puisqu'on est dans A privé de B delta C. Et le deuxième cas, où X sera dans B delta C et X n'est pas dans A. Alors, écrivons ce que veut dire tout ceci. Donc, X n'est pas dans B delta C. Alors, ici, on a plusieurs possibilités. Ça veut dire que X appartient à B et C, ou X n'appartient pas à B et X n'appartient pas à C. D'accord? Donc, dans tous les cas, on va pouvoir vérifier que, alors, si X, donc ça c'est le premier sous-cas, si X est dans B inter C, alors ça veut dire que X est bien dans C.
privé de A delta B, puisque X est dans A inter B, donc X n'est pas dans A delta B. D'accord? Puisque A delta B, c'est ceux qui sont dans A ou dans B, et l'équivalence d'un ou exclusif. Pardon. Et puis le deuxième cas, si X n'est pas dans B et X n'est pas dans C, alors X est dans A privé de B, donc X est dans A delta B, puisque c'est une des deux parties, et je vais pouvoir en conclure que X est dans A delta B privé de C, puisqu'il n'est pas non plus dans C. Donc X est bien dans A delta B delta C, qui appartient à ceci. Je m'aperçois que le cas, j'ai pas fini, donc X est dans C, privé de A delta B, d'accord? Donc ça me donne bien à la fin que X est dans A delta B delta C, une des parties. Dans le deuxième cas, si X est dans B delta C et que X n'est pas dans A, alors premier cas, X est dans B privé de C et X n'est pas dans A. Alors X en particulier est dans B privé de A, donc X appartient à A delta B, et X n'est pas dans C, donc il appartient à A delta B privé de C, ce qui nous assure que X est dans A delta B delta C. Et puis, deuxième sous-cas, et le dernier, si X est dans C privé de B et X n'est pas dans A, alors X est dans C, d'accord, et X n'est pas dans B, et X n'est pas dans A, donc X n'est pas dans A delta B, puisque dans A delta B, il faut être au moins dans l'un des deux. Ce qui nous assure bien que X est dans C privé de A delta B, donc X est inclus dans C delta A delta B. Donc on a bien, dans tous les cas, le premier sous-cas, deuxième sous-cas, troisième sous-cas, quatrième sous-cas. Donc dans tous les cas, X est bien dans A delta B, le tout delta C. D'accord? Donc qui est l'associativité pour la loi delta, qui est le plus pénible à démontrer. Une fois que ceci est fait, on a donc montré que P2 pour la loi delta est un groupe abélien. On montre ensuite qu'on a, et ça va être plus facile, pour la loi intersection, qui correspond à une multiplication. Donc cette loi, elle est associative. D'accord? Elle est commutative, on le sait déjà, et donc de toute façon la note boule prouvera que c'est commutatif, mais c'est assez peu intéressant pour nous pour le moment. Donc elle est associative, elle est stable, c'est-à-dire que A inter B, c'est bien une partie de E, quelles que soient A et B des parties de E. Et puis, elle possède un élément neutre. L'élément neutre, ça sera E, puisque A inter E tout entier est bien égal à A, quel que soit E. Donc, le neutre de P2 pour boule, c'est E. Donc, ceci nous fournit quasiment tout pour avoir un anneau. On peut vérifier tout de suite que A au carré qui sera égal à A multiplié par A, donc la multiplication étant l'intersection, vu l'ordre des lois, c'est bien égal à A, donc on aura bien un anneau de boule. La seule chose qui nous reste à vérifier, qu'il ne faut pas oublier, c'est la distributivité. Alors faisons-le directement, même si je me méfie beaucoup des calculs que l'on peut faire directement sur les ensembles. Alors A inter B delta C, donc c'est, je vous rappelle, A fois B plus C, dans l'idée des lois d'anneau. Donc c'est A intersecté avec B privé de C union C privé de B, parenthèse pour être tranquille. Ce qui est donc égal, alors là j'ai la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Donc A inter C
privé de B, et puis je vais vérifier que A inter B privé de C, c'est égal à A inter B privé de A inter C. Pourquoi? Bah, si un élément est à la fois dans A et dans B privé de C, bah, il est dans A inter B, puisqu'il est dans A et dans B, et auquel j'ai retranché les éléments de C, donc simplement les éléments de A inter C, puisque je suis déjà dans A. Je vous laisse poser la double ensemble si vous le voulez. Et union, bah, ici de la même façon, on va vérifier que c'est bien A inter C privé de A inter B. Et donc on obtient A inter B delta A inter C. D'accord? Ce qui correspond bien à la distributivité de la loi intersectée par rapport à la loi delta. Ce qui achève de prouver qu'on a un anneau.